Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, j'ai vraiment aujourd'hui un plaisir très, très, très important parce que je vais être dans une vidéo différente. Vous avez vu, j'ai un casque. Pourquoi est-ce que j'ai un casque? Eh bien, parce que je vais faire une petite interview avec un vieil ami qui habitait la même ville que nous, c'est-à-dire Bruxelles, pendant longtemps et qui est maintenant ministre en Guinée, Béa Diallo, qui a eu un parcours extraordinaire puisqu'il a été champion du monde de boxe, poids moyen. Il a été homme politique en Belgique et puis maintenant, c'est peut-être un rêve qui s'accomplit, ministre de la jeunesse et des sports en Guinée. Béa Diallo, est-ce que j'ai oublié des choses? À part que c'est vrai, on se connaît depuis tellement longtemps que je t'ai demandé est-ce que je te tutoie, est-ce que je te vous vois? Tu m'as dit, fais comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, Michel. Non, tu n'as rien oublié du tout. Bonjour à tous tes abonnés qui te suivent ardemment. Dis-moi, Béa, tu t'intéresses évidemment au sport, parce que ça, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné. Et on a le foot et la boxe comme binôme. Et l'un et l'autre attirent énormément de sympathie et ont énormément de succès, puisque tu l'as dit, il y a pas mal de followers qui sont en Guinée en plus. Est-ce que tu es un petit peu foot ou pas du tout? Si, tout à fait. Je regarde le foot. Alors, j'aime le foot de haut niveau. Hein. Mais je regarde le football. J'aime beaucoup le football, effectivement. Et je connais aussi bien le football. C'est d'ailleurs mon premier sport. Hein, avant de faire la boxe, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah ouais. Voilà. Comme j'avais tendance parfois à donner des coups de poing sur le terrain de foot, on m'a dit que l'écoute, c'est pas le même sport. Il faut aller faire de la boxe. Tu veux cogner les gens. Alors, j'ai vu que la Guinée, évidemment, a un attaquant fantastique maintenant dont tout le monde parle. C'est Serhou Guirassy qui joue à Stuttgart et qui a marqué, je crois, 15 buts en 8 matchs, sauf qu'il est blessé. Il est blessé pour l'instant. J'espère qu'il va revenir pour les 2 matchs de qualif de la Guinée qui vont se jouer contre l'Ouganda et le Botswana. Le Botswana en préparant aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu en janvier-février. Tu es confiant pour l'équipe de foot guinéenne? J'ai l'impression que c'est peut-être une surprise. Oui, je pense qu'on est outsider. On a une très belle équipe. C'est vrai qu'individuellement, quand tu prends cette équipe guinéenne, aujourd'hui, je pense que c'est une des plus belles équipes qu'on a eues depuis très très longtemps. Alors maintenant, c'est vrai qu'il faut que la sauce puisse prendre aujourd'hui, parce que le football, évidemment, c'est pas l'individualisme, c'est le collectivisme qui est important. Et donc, je pense que Kaba Diawara, avec son staff, ils sont en train de faire un travail de fond aujourd'hui pour créer justement cette dynamique qui va permettre à cette équipe guinéenne d'être peut-être la grande surprise de cette CAN. Dis-moi, surprise, mais quelque part, tu crois dans le fond que la Guinée peut vraiment être là, tout en haut, tenir le trophée, ce serait fantastique, ce serait extraordinaire quand même. Mais en fait, quand vous regardez la dernière CAN qu'on a jouée, vous savez, la Guinée avec le Sénégal, on était la même coupe que le Sénégal. C'est vrai qu'on avait fait match nul avec le Sénégal, ouais. Mais on a manqué de consistance et surtout d'efficacité devant. Et donc aujourd'hui, on a des attaquants exceptionnels. C'est vrai. Tu l'as dit tout à l'heure toi-même. On a Serhou Guirassy aujourd'hui, on a Guy Lavogui, on a quand même quelques attaquants qui performent dans leur club aujourd'hui, dans le championnat de France, championnat d'Allemagne, et même dans les championnats aujourd'hui italiens. Et donc on a quand même des joueurs de très très haut niveau, et je pense que si on arrive effectivement à matcher ça, à faire une bonne préparation avec eux, et avoir cet état d'esprit justement de fighter, parce que vous savez, la Gambie, quand elle nous avait battus, ce que je dis, hein, c'est pas l'individualisme, c'est le collectivisme et l'état d'esprit dans lequel ils étaient qui ont pu battre la Guinée. Donc, si les Guinéens ont la foi, je pense qu'effectivement, on peut être la surprise de ce groupe avec le Cameroun et le Sénégal. Avec le Cameroun et le Sénégal, voilà, c'est aussi 2 pays très importants et on a énormément de followers aussi et au Sénégal et au Cameroun. Donc c'est vrai, il y a pas mal de joueurs qui jouent en France, en Belgique même, en Allemagne, une très très belle équipe qui a toutes ses chances. Ça, on le verra en janvier et février et on en reparlera certainement. Dis-moi, Béa Diallo, ministre des Sports et de la Jeunesse, ça laisse peu de temps encore pour faire du sport. Est-ce que tu t'entraînes encore un petit peu ? Ah oui, honnêtement, je vais te dire, c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de temps, mais je me suis donné une obligation, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre. Je m'entraîne très très tôt le matin avant de partir au travail. Donc là, je suis à faire mon heure et demie le matin. Et quand je rentre le soir, je fais mon heure et demie. Donc je fais mes 3 heures d'entraînement tous les jours. Ah ouais. Bon cardio, ouais, tout à fait. Donc,
Donc voilà, je suis encore en forme. Ouais. Et ça se voit en plus. Comme vous étiez sportif de haut niveau, la difficulté, c'est quand tu arrêtes ton sport et que tu arrêtes l'intensité du sport, ça risque de jouer non seulement sur ta capacité respiratoire, mais ça risque aussi de jouer évidemment sur ta corpulence. Et donc, tu risques de prendre et t'attraper après des maladies cardiovasculaires. Donc, je m'entretiens vraiment. Ouais, et puis ça joue aussi sur le moral et sur le psychologique, c'est très important, oui, absolument, le mental. Dis-moi Béa, on va parler un petit peu de boxe parce que tu es évidemment champion du monde, ex-champion du monde des poids moyens, donc tu as été au plus haut niveau de ce sport. Qu'est-ce que tu penses de ce combat qui a vraiment fait polémique entre Francis Ngannou et Fury? On a tous évidemment contesté le verdict final. Toi, en tant que boxeur, il y a encore des gens qui disent oui, mais c'est un combat chiqué, Fury a fait exprès pour avoir plus d'argent, pour une revanche. En tant que sportif, en tant que boxeur de très haut niveau, en tant que champion du monde, dis-moi ce que tu en penses. Alors moi, j'ai une analyse différente. Moi, je dirais en fait que d'abord, Ngannou, pour moi, c'était pas vraiment une surprise, Ngannou. Donc, j'attendais Ngannou à un très bon niveau. Par contre, j'ai été effectivement un peu interpellé par la performance de Fury. Je pense que quand moi j'analyse le combat, c'est ce que je disais un peu à tout le monde, d'abord Tyson Fury, je pense qu'il a sous-estimé réellement ce que Ngannou était capable de faire. Et je pense que quand il est monté sur le ring de boxe, il a été surpris. Il a été surpris d'abord par la puissance du gars. Ça, c'est la première chose, sa première analyse. Je pense qu'il y a 2-3 coups qui l'ont touché et qui l'ont déstabilisé. Et qui s'est dit, ok, ce gars, il frappe vraiment. Moi, je suis ici pour faire mon combat. Je vais faire mon petit combat. Je vais marquer mes petits points. Tac, 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 je vais dégager. Parce que s'il me touche, je vais m'arracher la tête. Parce qu'il ne s'est pas préparé en conséquence. Moi, c'est l'analyse que j'ai. Alors maintenant, c'est vrai que, objectivement, c'est vrai que beaucoup de gens disent, Ngannou n'a pas gagné. Ngannou a gagné, pardon, c'est pas Fury qui a gagné. Mais si tu regardes round par round et tu analyses vraiment, et tu te dis, ok, la boxe, c'est les points qui comptent. C'est-à-dire, c'est la touche et c'est le nombre de touches qui comptent. Et en termes d'activité. Ngannou dégageait une impression de force impressionnante, vraiment, parce qu'il avait vraiment de la puissance dans chaque coup qu'il lâchait. Mais en termes d'intensité d'intensité de coups et de répétition et de coups qu'il touchait, quand vous analysez round par round, vous verrez que le pointage qui a été donné, notamment non pas par le juge qui a donné 2 points, on est vraiment au un point, on est vraiment à ça. À un round près, je pense qu'il fait la différence. Moi, quand j'analyse en tout cas le combat round par round, et c'est vrai que, voilà, comme j'expliquais à beaucoup de gens qui sont novices, qui ne connaissaient pas la boxe, écoutez, la boxe, c'est 10 points. Tu gagnes, tu as 10 points. Tu perds, tu as 9 points. Tu fais un knockdown, tu as 8 points, et l'autre a 10 points. Donc, tu analyses round par round, tu regardes, tu te dis effectivement, le combat était très, 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 très serré. Mais in fine, il était quand même champion. Il était quand même champion incontesté depuis plusieurs années. C'est très difficile de lui retirer le titre. Voilà un peu ce que je voulais donner à toi comme avis. En même temps, Béa, tu as vu les vidéos qu'on a faites avec Abdelkissi, qui est aussi un grand champion poids lourd. Et il avait un petit peu la même analyse que toi, en disant il a été touché tout de suite par un coup au corps qui lui a fait mal. Au 3e round, il subit un knockdown. Et comme tu dis, il a pas envie de risquer. Et il a joué la sécurité probablement. Et au point, dans nos comptages, on arrivait quand même à un point pour Francis Ngannou. Donc, ça, c'était l'analyse de... Voilà. Maintenant, tu es plus ou moins dans cette même zone de pensée. Tout à fait. Tout à fait. Je suis dans la même zone de pensée, effectivement. Mais la différence, en fait, aujourd'hui, je dirais l'avantage, je donnerais quand même à l'autre. Parce que quand vous regardez quand même Ngannou, c'est vrai qu'il a été impressionnant, mais il va pas chercher. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es challenger, tu dois aller chercher, tu dois travailler beaucoup plus que ça, tu dois mettre beaucoup plus d'activité. Mais en même temps, Ngannou calculait. Il disait, parce que je ne sais pas si tu as vu ou pas, mais au 4e round, il commençait déjà à être essoufflé. Il était essoufflé au 5e, mais Béa, je t'arrête une seconde. Il récupère au 6e, 7e, 8e. Il laisse passer 2 rounds. Exactement, parce qu'il se dit, putain, je peux pas aller jusqu'au bout. Sauf que, comment il s'appelle, Fury ne profite pas de ça. Parce que Fury, il a la puissance de l'autre, il a tellement touché, qu'il dit, ok, moi je suis pas préparé comme il faut, je vais pas aller chercher ce gars-là. Parce que quand on analyse, on regarde le combat qu'il fait contre Wilder,
Wilder lui arrache la tête. Et Wilder, je pense il a une puissance phénoménale aussi. Wilder lui arrache la tête, il tombe, il se relève, mais il va chercher Wilder. Parce qu'il était préparé en conséquence. C'est un petit peu ce qu'on a dit dans les vidéos. En effet, tu as exactement la même analyse, avec peut-être cette nuance qui fait que Fury ne s'est pas préparé. Et ça, c'est quelque chose d'impardonnable pour un boxeur, même si c'était peut-être un combat différent des autres combats. Et quelque part, c'est vrai que le psychologique agit énormément. Béa Diallo, je voulais te poser une question. Tu as été champion du monde de boxe anglaise. Si à ton époque, le MMA existait déjà, est-ce que tu aurais été tenté d'en faire? Alors honnêtement, je pense que c'est un sport d'abord que j'ai pratiqué dans la rue. Parce qu'au départ, je pense que quand on était plus jeune, avant de faire de la boxe anglaise, on touchait à tout. Donc on faisait de la lutte, on faisait du karaté, on faisait de la boxe. Donc on se retrouvait dans le parc avec des copains et on faisait des compètes et des fights comme ça. Alors structurellement, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais fait ce combat? Honnêtement, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est très violent. Parce que moi, j'aurais été incapable de frapper un homme par terre. Donc c'est-à-dire que la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un est au sol, je le vois d'ailleurs dans beaucoup de combats, ils font un vrai KO, mais le gars, il est vraiment KO, mais on va quand même encore le chercher par terre pour encore frapper, et l'arbitre n'a pas le temps parfois d'intervenir. Et je trouve ça très, très violent, honnêtement. Moi, j'ai été quelqu'un d'assez violent quand j'étais gamin, et donc c'est une image qui me freine très, très fort, et j'aurais eu difficile à faire du MMA, honnêtement. J'aurais eu difficile de faire du MMA. Je pense que j'aurais été pas mal dans ce sport, parce que mais je crois que j'aurais eu difficile. Je préfère le côté plus technique et plus esthétique. Esthétique, du noble art que le MMA. Mais attention, le MMA, je suis admiratif, parce que on a des champions exceptionnels, on a des gars qui ont de la technicité incroyable. On a aussi, et ce sport, il évolue évidemment, il évolue avec le temps, on a des gros champions. Mais je pense que le timing, le temps que demande pour arriver à un haut niveau, au niveau de la boxe anglaise, et pour arriver à un haut niveau au MMA, est complètement différent, je pense, aujourd'hui. Oui, différent parce que ça veut dire, si j'ai bien compris, que ça va très très vite dans le MMA, alors que dans la boxe anglaise, il fallait vraiment faire ses classes pendant longtemps. Ouais, il faut un processus effectivement qui est beaucoup plus long. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens sont étonnés de voir Ngannou à ce niveau-là. Mais j'ai aussi une autre analyse. Pour moi aujourd'hui, il faut regarder l'époque des Sugar et Leonard, l'époque des Mohamed Ali, l'époque même des Mike Tyson, Lennox Lewis, etc. Et vous regardez l'époque d'aujourd'hui, les champions ne sont pas les mêmes. Autant les champions de l'époque, c'était des gars qui étaient pratiquement inaccessibles et exceptionnels, autant aujourd'hui, on a monté beaucoup de grands champions. Vous regardez aujourd'hui les champions olympiques qui sont sortis et qui sont les poids lourds d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas des champions. C'est pas des champions, c'est pas des grands champions, c'est ça. Mais Béa, ça fait 2 fois que tu dis Mohamed Ali. J'ai l'impression que c'était ton idole, parce que je t'ai vu boxer quand même beaucoup de fois, et tu avais une boxe très belle, très tu dansais quelque part aussi sur un ring. Est-ce qu'aujourd'hui tu es déçu par le niveau par exemple de Fury? Voilà, quand tu vois boxer Fury, ok, il est champion du monde aujourd'hui, mais c'est pas beau à regarder. Est-ce que tu es déçu quand tu regardes l'évolution de ce très beau sport qu'est la boxe anglaise? Et est-ce que tu comprends aussi, deuxième question, que parce que la boxe anglaise a déçu, le MMA a pris tellement d'importance dans la jeunesse, chez les jeunes? Oui, parce que en fait, la difficulté aujourd'hui, le fait que la boxe perde beaucoup de crédibilité, moi, à mon époque, une défaite n'était pas une honte. Aujourd'hui, on est dans une génération où on doit avoir un palmarès vierge. Sauf que quand on fait un palmarès vierge, on boxe personne. Et aujourd'hui, les champions ne s'affrontent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors qu'à l'époque, un Mohamed Ali, ça affrontait un Foreman, ça affrontait un Joe Louis, etc. Ça se combattait. Quand on était au top, Mike Tyson, il a boxé Holyfield.
Aujourd'hui, c'est impensable. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut des années pour que les mecs, ils arrivent à s'affronter. Et quand ils s'affrontent, c'est parce qu'il y en a soit un qui est vieux et qui est pratiquement fini, etc., etc. Donc, le challenge, en fait, aujourd'hui, n'est plus aussi excitant. Et donc, les gens, effectivement, se tournent vers le MMA parce que c'est un sport où, effectivement, aujourd'hui, on fait un tournoi et où les gens se rencontrent. Moi, ce que je disais à l'époque, je comprends pas. En fait, aujourd'hui, ce qu'on devrait faire en boxe, en fait, on devrait créer vraiment des vraies compétitions professionnelles où tu dis, OK, qui est champion d'Afrique dans sa catégorie? Qui est champion d'Europe dans sa catégorie? Qui est champion d'Amérique dans sa catégorie? Qui est champion? Et puis tous ces champions-là se retrouvent dans une compétition et dans un tournoi où effectivement, un peu comme ça se fait au football, où on s'élimine et puis on voit qui est vraiment le champion. Et moi, tu es champion de chez toi. Une fois que tu es champion de chez toi, tu vas vers l'Europe. Une fois que tu vas vers l'Europe, tu vas vers un championnat du monde. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait redonner effectivement vie à la boxe. Mais malheureusement, la boxe est en train de se tuer elle-même parce qu'aujourd'hui, les MMA, effectivement, le concurrence vraiment. Et puis, c'est un sport qui est beaucoup plus accessible pour les autres parce que demandant moins de temps pour arriver à un très haut niveau, parce que la boxe, ça demande beaucoup de patience. Il faut de la patience pour la boxe. Il faut beaucoup d'apprentissage, il faut beaucoup de répétition pour arriver à un très haut niveau, vraiment pouvoir répéter, éviter les coups, etc., etc. Oui, et puis aussi, la boxe a toujours eu ce problème d'unifier des ceintures. Il y a toujours eu énormément d'argent. Donc, quand on fait un combat, il faut d'abord faire une affaire commerciale pour ne pas risquer, évidemment, de foutre en l'air un business. Alors que dans le MMA, les bourses sont plus petites. On peut se tromper plus souvent aussi. On peut tester plus de combats et avoir moins de problèmes. Béa, mais les MMA, ils doivent faire attention parce que je pense qu'ils vont aller vers la boxe anglaise. Parce que vous voyez, maintenant, il y a le PLF, et puis il y a le truc, et puis l'autre va créer son truc, etc. Et puis ça va aller comme la boxe anglaise. La boxe anglaise, quand ça va commencer, c'était aussi structuré. Ouais. Et puis au fur et à mesure, c'est parti en saucissonnage. Et puis après, voilà, la boxe anglaise, c'est encore maîtrisé. Mais vous voyez, quand vous regardez le sport pied-point, par exemple, vous avez 46 000 fédérations aussi de pied-point, où tout le monde est champion du monde, etc. Donc ça, c'est la grosse difficulté d'encadrer les sports de combat. Et si on arrive effectivement à mettre un outil en place qui permet d'encadrer ça, aujourd'hui, de développer la boxe professionnelle en Afrique, de développer la boxe professionnelle en Asie, dans chaque continent, et puis après d'amener effectivement une dynamique pour aller vers le professionnalisme de très très haut niveau et d'avoir des vrais champions qui s'affrontent. Mais est-ce que tu aimes bien, Béa, est-ce que tu aimes bien ces espèces d'incursions du MMA dans la boxe anglaise? Parce qu'à l'inverse, on ne fait pas... Les boxeurs anglais ne vont pas dans les cages. Et là, je pense que c'est mieux. Hein. Mais est-ce que tu aimes bien ce genre de combat? Oui, en fait je suis OK, sauf que, vous voyez, vous avez pris les poids lourds. Autant chez les poids lourds, ce que vous avez vu, ça peut être possible. Autant dans les autres catégories, honnêtement, ça va être beaucoup plus difficile. Vous savez, il y a eu McGregor qui avait un peu joué avec Mayweather, etc. Bon, McGregor, d'abord, c'était un gars de boxe anglaise. Hein. C'est un gamin il a fait de la boxe anglaise vraiment à un très très bon niveau chez les amateurs, etc., etc. Mais si vous prenez des poids plus petits et vous les amenez en boxe anglaise, vous n'aurez jamais le même résultat avec Ngannou. Hein. Vous savez, les poids lourds, c'est une autre catégorie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans les autres catégories des poids, vous prenez les poids moyens, les poids légers, etc., vous n'êtes pas du tout dans le même combat. Je comprends très bien, Béa, je comprends très bien. Mais c'est passionnant tout ça. Hein. Je pense que ceux qui nous regardent sont en fait en train de se dire oui, il y a le business, mais il y a le côté sportif. Et il ne faut pas oublier le côté sportif. Parce que si on oublie le côté sportif, le business, il va peut-être aussi petit à petit dépérir. Parce que les gens ne sont pas idiots. Et quand tout sent le chiquet, le monté ou du cinéma, je pense que petit à petit aussi, la crédibilité va disparaître. Et tu as donné en effet ta vie à la boxe. Tu as donné beaucoup, tu as fait des sacrifices incroyables, tu es arrivé champion du monde, donc tu connais parfaitement ce milieu et tu connais aussi les coulisses de ce milieu. Et puis maintenant, en tant que ministre de la jeunesse et des sports en Guinée, tu connais aussi toutes les implications sociales et l'importance que ce sport a par rapport à la jeunesse. Donc tu as vraiment toutes les compréhensions à tout niveau et tu nous as mis en garde en effet
de ne pas tomber dans le piège de rentrer dans l'outrance et dans l'exagération, parce qu'à la fin, plus rien n'aura de valeur. Mais pour revenir à ce que tu disais, en effet, il y a des choses qui sont belles à regarder. Et pour revenir à ce combat Francis Ngannou contre Fury, tout le monde en parle parce qu'en effet, il y avait du sportif. Et il y avait aussi, Béa, dis-moi si tu es d'accord avec moi, il y avait un vrai boxeur de boxe anglaise aussi sur le ring, c'est que Ngannou, il voulait faire ça toute sa vie. Il était boxeur dans l'âme, et on l'a vu. Il a peut-être raté une carrière de boxeur parce que quelque part il a été dans le MMA, mais j'ai l'impression qu'il aurait fait une belle carrière s'il avait pris la patience de s'entraîner, d'arriver petit à petit à monter les échelons. Est-ce que tu penses que ça aurait pu être, et ce sera ma dernière question, est-ce que tu penses que Francis Ngannou, entraîné à la boxe anglaise il y a 15 ans, aurait pu être un grandissime champion aujourd'hui? Moi, je pense que oui, il a toutes les qualités. La force de Ngannou, en fait, c'est un garçon qui a une détermination effrayante. C'est le mental, en fait. Ce que j'expliquais un peu aux gens, c'est que ce gars, il s'est fixé un objectif, et cet objectif-là, tant qu'il ne l'a pas atteint, il ne s'arrêtera pas. Donc on le voit vraiment qu'il a un mental exceptionnel. Alors je pense aussi que la difficulté que Ngannou a eue, c'est que quand il est arrivé très très tard, effectivement, en Europe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus pour arriver au niveau où il devait arriver aurait été beaucoup plus difficile en boxe anglaise que s'il avait commencé beaucoup plus tôt. Ouais. Et donc, quand il est arrivé en Europe, avec toutes les galères qu'il a eues, je pense que ce nouveau sport qu'est le MMA était beaucoup plus facile d'accès que d'aller vers la boxe anglaise avec toutes les étapes effectivement qu'il devait franchir, aussi pour pouvoir le normaliser aussi au niveau de ses papiers, etc. etc. Donc je pense que ce processus-là dans lequel il s'est engagé était beaucoup plus facile pour lui, mais ça aurait été un champion exceptionnel, Ngannou, s'il avait effectivement fait le choix de faire de la boxe anglaise. Moi je pense d'ailleurs que quel que soit le sport qu'il aurait choisi, ça aurait été un garçon exceptionnel, parce qu'il a le mind, comme on dit, et ça, c'est quand tu as ça, c'est très très difficile d'arrêter les gens. Très très difficile. Béa, on va arrêter ici, même si je te dis la vérité, j'aurais continué encore pendant longtemps, mais bon, je pense que c'était une très très belle discussion avec des choses très intéressantes. Tu m'as appris encore des choses, et c'est ça qui nous fait. Michel, je voulais juste te dire avant que ce soit fini, que j'organise un grand gala de boxe le 16 décembre ici à Conakry. Pour la première fois, on va organiser KO by Las Drogas en Guinée. C'est un projet qui s'appelle Fight for Africa, que j'avais fait à Bruxelles. On l'organise ici. Il y aura le fils de Mohamed Ali qui sera là, qui va boxer. Avec la fille de Mohamed Ali, Rachida, qui sera aussi ici. On est sur Michael Hunter, qui risque de boxer ici. On est sur Lacruz, champion olympique. On est sur Sofiane Oumia. Et alors, il y a mon fils Ibrahima Diallo qui va aussi faire un grand combat. J'ai Jean-Claude Van Damme qui devrait être ici en Guinée. J'ai, comment il s'appelle, Mike Tyson qui devrait être ici en Guinée. Et on est en train de discuter avec Ngannou pour être ici à Conakry, pour voir l'événement. Bah, c'est fantastique. Tu dis ça à la fin comme si tu me disais demain il y a du soleil, tu vois. Ouais. Voilà, c'était pour annoncer une bonne nouvelle. Donc on aura l'occasion d'en parler. Dis-moi, tu m'as donné l'occasion de te faire la toute dernière question, Béa Diallo. Ouais. Tu viens de me dire, mon fils va boxer. J'avais l'impression que tu n'avais pas envie que ton fils boxe à un moment donné, mais... Ben oui, écoute, non, je voulais pas du tout que mon fils y boxe. C'est mon fils qui m'a annoncé à l'âge de 15 ans qu'il voulait faire de la boxe, il voulait arrêter le foot un peu comme moi j'avais fait. Et au départ, je voulais pas parce qu'il avait un très bon niveau au football. Et finalement, voilà, il a persisté, il a insisté. Et puis je l'ai laissé. Aujourd'hui, il a 8 combats professionnels, invaincu. Et puis il va faire là le championnat de Belgique, il y a un championnat du monde WBC junior chez les moins de 25 ans, le 25 novembre. Et puis il enchaînera ici le 16 décembre à Conakry pour un championnat d'Afrique WBA. Pour la première fois, la WBA va organiser une ceinture africaine. Et le petit va le disputer ici contre un Sud-Africain. Et c'est plus dur d'être en dehors du ring, là, je pense, vers. Hein. C'est dur. Ouais, c'est beaucoup plus difficile, effectivement. Quand c'est son fils qui est là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. J'imagine très bien. Donc, ce sera peut-être un grand champion comme toi, Béa. Je l'espère en tout cas. Je l'espère. Je lui souhaite. Mille merci en tout cas. Et voilà, si j'ai le temps le 16 décembre, je viens à Conakry. C'est un grand plaisir que je t'inviterai. C'est génial. Merci. On se tiendra au courant. Mille merci Béa. Merci à toi. Ciao. À très bientôt. Ciao.